Bon matin, je m'appelle Tyler McCann et je suis directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, je veux reconnaître que je participe à ce webinaire de l'Ouest du Québec, situé sur le territoire non cédé, non abandonné des peuples Anishinaabe-Algonquins. Comme organisme, nous reconnaissons qu'il existe plusieurs pas dans la voie vers la réconciliation et que c'est un trajet que nous devons prendre ensemble. Est-ce que l'agriculture canadienne devrait donner la priorité à la réduction des émissions pour atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050? Le secteur agricole et alimentaire fait face à des défis complexes et nous devrions les adopter, les défis et les opportunités. On a plusieurs solutions à de différents problèmes qui peuvent mener à de différents résultats et le dialogue et le débat sont essentiels pour arriver à de meilleurs résultats en matière de politique. C'est là que vient l'échange en matière de politique agricole. Pour faire avancer les solutions en matière de politique de l'ICPA, le webinaire offre une plateforme pour avoir un dialogue respectueux concernant les perspectives diverses concernant les enjeux en matière de politique. Nous avons des experts qui vont donner leurs perspectives sur des défis essentiels. Chacun d'entre eux ou d'entre elles parlera pendant 4 minutes et après un dialogue. Aujourd'hui, nous allons demander, l'agriculture canadienne doit-elle donner la priorité à la réduction des émissions pour atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050? Ce webinaire a été financé en partie par, par le fonds Net Zero Research Fund de la Banque Scotia, par Agriculture et agroalimentaire Canada et par le programme Agri-Assurance du Partenariat canadien pour une agriculture durable. Et maintenant, écoutons Marina Johnston de la Banque Scotia. Bonjour à tout le monde, je suis Marina Johnston, gestionnaire principale de stratégie et projets pour l'agriculture à la Banque Scotia. Je voudrais remercier Tyler et son équipe pour nous donner quelques minutes. Comme il a mentionné en partie, ce webinaire est financé par le fonds Net Zero Research Fund de 10 millions de dollars pour soutenir des organismes à but non lucratif, etc., qui veulent mener à la carboneutralité. Et nous avons un centre d'excellence et nous avons ce fonds et nous contribuons de cette façon à utiliser des leviers et tout cela pour bouger les choses en matière de changement climatique. En 2024, on a fini la liste des gagnants. On annoncera d'autres, mais vous pouvez prendre avantage et je vous prie de bien vouloir nous contacter et je peux vous mettre dans la liste de courriels pour des soumissions pour des bourses futures. Je vous laisse aussi partager un document blanc qu'on a développé l'année dernière concernant des tables rondes qu'on a eues avec des clients et des partenaires en matière d'agriculture d'à travers le Canada pour obtenir une perspective concernant le domaine aujourd'hui, y compris les défis auxquels font face nos clients et le rôle du secteur bancaire pour faire face à ces défis. Dans le document, on parle de temps d'incertitude économique, de perturbations et de terres agricoles qui continuent à disparaître. On a plus de coûts pour les apports, des conditions climatiques changeantes, de nouvelles réglementations et une carence de main-d'œuvre dont tous ces facteurs ensemble créent des difficultés pour les exploitants d'affaires et notre rôle à la Banque Scotia. Désolé, ma vidéo ne fonctionnait pas. Notre rôle donc est de soutenir nos clients dans leur approche désirée à ces problèmes au rythme adéquat et avec les produits et solutions adéquats pour atteindre leur objectif. Chaque agro-affaire a de différentes limites, de différents défis, y compris les défis de durabilité desquels nous allons parler aujourd'hui. Et la Banque Scotia est engagée aussi à la décarbonisation, ce qui a à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Première activité,
le partage de pratiques d'excellence pour soutenir la réduction des émissions dans le monde agricole. Deuxièmement, on veut promouvoir la sensibilisation pour permettre une efficacité énergétique améliorée. Et quand on pense au programme de financement du gouvernement, ces deux activités peuvent soutenir l'adoption de programmes. Euh, Troisième activité est d'exposer des activités que nos producteurs font pour faire de l'agriculture responsable. On veut qu'ils partagent leurs histoires, on veut mieux comprendre dans le cas de personnes qui ne s'y comprennent pas tellement aux pratiques agricoles et on partage l'histoire de ses clients dans notre salle de nouvelles. Et dernière activité, de fournir du soutien pour les producteurs qui peuvent améliorer leur durabilité. Donc, à travers ce document blanc, nous avons identifié les 10 principes directeurs nécessaires pour les clients en matière d'agriculture euh, qui, et ces lignes directrices et la discussion qui a lieu aujourd'hui, par exemple, vont nous aider vraiment à façonner notre façon de soutenir nos clients agricoles dans l'avenir. Donc, j'attends avec impatience la discussion, les questions qui arriveront pour continuer avec notre discussion dans notre rôle en tant que partenaire confiable. Donc, merci aux experts, à Tyler, aux participants. Et si vous êtes intéressé à rejoindre la liste de courriels de notre fonds de recherche, veuillez nous envoyer un courriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marina. Et merci à la Banque Scotia pour le soutien. On encourage à tout le monde de prendre du temps pour regarder les lignes directrices et autre chose que Mérina et son équipe sont en train de produire. Bon, commençons avec le dialogue. On aura une ronde de questions. Chaque orateur aura 4 questions pour répondre aux questions. Premier orateur, le docteur Rob Carrido, qui est directeur de l'Institut d'énergie environnementale et co-directeur du labo de turbulence et énergie à l'Université de Windsor. Sa recherche est axée sur le futur des systèmes énergétiques et les systèmes agricoles avancés. Il est très impliqué au secteur énergétique. Il fut président du comité de technologie énergétique de l'IEEE et il a été nommé au Clean 50 du Canada grâce à sa contribution au capitalisme propre. Est-ce que nous devrions alors, Rob, prioriser la réduction des émissions? Merci beaucoup, Tyler. Quel plaisir d'être ici. C'est une très bonne question. Et vous savez, j'ai eu ces conversations déjà auparavant et je pense que la première chose qui surgit est quelle émission? C'est quoi la carboneutralité? Et ces questions deviennent difficiles pour nous tous et toutes parce que cela peut changer en fonction du contexte. Mais supposons que les émissions sont nocives, alors là, nous devrions avoir comme cible de réduire les émissions d'ici l'an 2050. Et je dirais à nouveau que j'ai un biais à cause de mon contexte, de mon historique, et l'une des meilleures façons, selon moi, de le faire est de créer des voies énergétiques. Ce que j'aime sur le côté énergétique d'essayer de réduire les émissions, c'est qu'il existe d'autres façons. Il y a des facteurs de science du sol, choses desquelles je n'ai aucune connaissance vraiment. Et tout cela contribue à des émissions et on doit les attaquer. Je ne peux parler que de ce que je comprends un peu plus, le côté énergétique. Et là, le côté de l'énergie, n'est pas, disons, plus simple, mais quand même, c'est plus direct parce qu'on a plus d'antécédents. On a de l'expérience à remplacer des sources d'énergie sales avec des énergies plus propres et le calcul de la réduction des émissions est assez clair, surtout quand on change, par exemple, de carburant comme scénario. Et c'est ce qui me plaît par rapport à utiliser les possibilités plus faciles côté la réduction des émissions. En plus, je pense que l'agriculture a une vraie possibilité. Je crois que les agriculteurs euh, euh,
font des choses avec l'énergie dès le début. Ils produisent des calories, des nutriments, on mesure les calories. Et je crois donc que les fermes de l'avenir devraient soutenir des grilles qui utilisent l'énergie renouvelable pour produire des carburants renouvelables et tout cela peut être vendu avec les produits agricoles typiques qui viennent des fermes. Donc, les agriculteurs donnent des calories, des nutriments, des molécules, des neutrons, et c'est une grande partie de notre travail. Nous cherchons les façons par lesquelles les fermes utilisent l'énergie en ce moment et nous essayons de mieux comprendre comment les solutions d'énergie propre peuvent être utilisées si cela fonctionne avec le fonctionnement actuel des fermes. Peut-être on a besoin de faire des changements. Donc, la question n'est pas facile, les réponses ne sont pas faciles du tout, mais quand même, je pense qu'on a une prédisposition à ce que les agriculteurs donnent des solutions et ils gèrent l'énergie depuis qu'ils ont commencé à faire de l'agriculture. Donc, c'est peut-être le moment de regarder la façon dans laquelle l'énergie est utilisée et quels changements peuvent être faits à l'énergie. Voici mes commentaires d'ouverture. J'attends vraiment avec impatience d'avoir la possibilité d'entendre les autres experts et de continuer avec le dialogue. Merci beaucoup pour nous avoir fait démarrer ce matin le docteur Caribo. Deuxième expert, Nick Betts, qui est directeur général de l'Alliance agroalimentaire canadienne carboneutre, un organisme qui dirige les efforts pour atteindre un système agroalimentaire net zéro. Auparavant, il fut conseil expert principal à South Pole, accès à la durabilité du secteur agroalimentaire. Il a fondé Blue Orenda, a eu plusieurs rôles principaux à la plateforme SAI et il a beaucoup d'expertise en matière de leadership, de durabilité, de change et de solutions au changement climatique dans l'agriculture. Que penses-tu, Nick, sur notre question? Euh, Merci beaucoup, Tyler. Je pense qu'il existe beaucoup de raisons pour la chaîne d'approvisionnement des agriculteurs. D'abord, éviter les risques. Le plus on peut utiliser des systèmes agronomiques, le plus on pourra mettre en œuvre de nouvelles solutions pour la transition. Éviter les risques. Le réchauffement climatique, c'est une menace pour notre vie. On doit prendre des pas tangibles pour éviter ces risques et c'est l'un des domaines où nous pouvons le faire. Donc, en tant que population, nous devons faire quelque chose. Ce n'est pas ce n'est pas les agriculteurs et les exploitants. Là, il s'agit d'impact et d'enjeux réels concernant abordabilité, disponibilité nutritionnelle. Donc, on doit se demander comment éviter les risques et donc l'agriculture carboneutre est l'une des façons de le faire. Et éviter les risques, une chose. Deuxièmement, atténuer les risques. Avoir plus de cohérence en matière de qualité et quantité des cultures. N'importe quel agriculteur veut réussir, faire plus d'argent ou au moins maintenir la quantité d'argent qu'il gagne. Et c'est comme cela qu'on peut le faire en atténuant les gaz à effet de serre que nous mettons dans l'atmosphère. On aura alors là un produit plus cohérent. On va limiter les événements météorologiques extrêmes. C'est difficile de le faire quand on a plus de réchauffement climatique. On doit développer des systèmes en ferme pour soutenir ce genre d'action. Troisièmement, je l'ai mentionné, être une partie de l'équipe Canada. C'est une approche d'équipe Canada. Les émissions agricoles sont un contributeur important aux émissions. On est tous une partie de l'équipe Canada. Il faut aller du consommateur à l'agriculteur, de l'agriculteur au consommateur, parce qu'on a des possibilités de la ferme vers le haut pour réduire les émissions, mais aussi pour réduire des gaz que l'agriculture et l'industrie mettent dans l'atmosphère. Donc, nous pouvons travailler ensemble pour augmenter la compétitivité et dans les systèmes agricoles. On n'y est pas encore, mais c'est une possibilité et nous devrions l'adopter parce qu'on a eu des possibilités au passé
beaucoup plus grandiose. On a dit que ça ne se passerait jamais et cette possibilité est là, on peut la prendre, on ne doit que le faire, un point, c'est tout. Merci Nick. De bons commentaires. Bon, passons maintenant à la prochaine oratrice. Merci beaucoup, Tyler. Comme panéliste, je veux être audacieuse, donc comme professeur universitaire, je vais vous défier avec ce problème et parler de comment arriver à la carboneutralité d'ici 2050. On doit développer une stratégie à long terme. On a des preuves par où l'agriculture biologique a des émissions plus basses. Désolé, inaudible, l'interprète s'excuse, audio problématique. On a trouvé euh, qu'en fonction des cultures pertinentes, inaudible, l'interprète s'excuse, impossible d'interpréter. Il existe d'autres co-avantages à l'agriculture biologique, l'incidence sur la biodiversité, inaudible, l'interprète s'excuse. Inaudible, l'interprète s'excuse. Et ces quatre principes sont la santé, l'écologie, la justice et les soins. Donc, la santé veut dire que l'agriculture devrait être durable et améliorer la santé des sols, des plantes, des humains, de la planète. L'agriculture doit être fondée sur des systèmes écologiques et des cycles et les aider. Ça, c'est le principe en matière d'écologie. Le principe de la justice, c'est que l'agriculture devrait développer les relations pour assurer la justice concernant l'environnement et les possibilités de vie et finalement les soins. L'agriculture devrait être gérée de façon responsable pour protéger la santé et le bien-être des générations actuelles et futures dans l'environnement. Donc, je pense qu'on doit avoir comme objectif de réduire les émissions, mais ce n'est pas suffisant. Nous devrions prioriser une approche fondée sur des systèmes en fonction de ces quatre principes d'agriculture biologique pour atteindre la carboneutralité. Et donc, il faut aider les agriculteurs à transitionner vers l'agriculture biologique. J'attends avec impatience d'en parler davantage avec vous. Je vous reviens, Tyler. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et avant d'aller au dernier panéliste, nous voulons rappeler que la fonctionnalité de questions et réponses est disponible. Nous aurons une bonne discussion plus tard, mais elle sera meilleure si on a des questions de la part du public. Donc, notre orateur final est le docteur Al Mussel,
qui est agrégé supérieur de recherche à l'ICPA et fondateur de Agri-Food Economic Systems. Son expertise inclut la gestion agricole, le marketing agricole et les politiques agroalimentaires. Il a eu plusieurs rôles de leadership dans de différents organismes agricoles. Il a dirigé le centre George Morris et détient des diplômes en économie agricole de l'Université de Guelph et de l'Université du Minnesota, où il fut un boursier Fulbright. Que penses-tu de notre question, Al? Merci beaucoup, Tyler. Le changement climatique et comment réduire les gaz d'émissions à effet de serre est quelque chose qui va définir notre génération. Le Canada représente un demi% des émissions mondiales et avec le tout, l'agriculture représente à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre en général. Mais quand on pense à l'agriculture nette zéro, le contexte est important. Le changement climatique a une incidence sur l'agriculture plus qu'autres secteurs et les choses sont devenues plus instables. Et de ce que je comprends, l'agriculture canadienne, en fait, a profité de conditions plus chaudes dues au changement climatique jusqu'à présent, mais en général, cela a affecté la précarité dans le monde et la sécurité alimentaire est un autre besoin essentiel. Les choses se sont développées avant la pandémie, avant la guerre en Ukraine, et les choses se sont intensifiées, mais la production d'aliments de base ont cru, mais non pas en fonction de la consommation dirigée. Par exemple, on sait que dans cet environnement, quoique les prix alimentaires au niveau mondial ne sont plus au pic de 2022, ils continuent à être très élevés. Les graines, les céréales continuent à être bloquées et on en revient maintenant au niveau de 2018. Et ceci veut dire qu'un an après l'autre, le monde dépend de cultures d'années antérieures. Quand on a des carences dues au changement climatique, on doit développer des stocks, mais on ne peut pas le faire. En plus, on a des preuves qui viennent de la lacune entre la consommation des protéines animales concernant le PIB et la capacité mondiale. Par exemple, on voit une lacune de 4 millions de tonnes. Désolé, audio inaudible. La situation se voit exacerbée par euh, euh, les aliments comme instruments géopolitiques. On a une carence alimentaire et cela va continuer dans le monde. Mais on doit alléger les problèmes de sécurité alimentaire et au Canada, on a 5,5% des exportations. Désolé, audio problématique avec beaucoup de bruit en coulisses. L'interprète s'excuse. En temps de carence mondiale où l'on a besoin des apports canadiens, on doit avoir d'autres segments de la communauté qui doivent aider avec l'atténuation et chercher des possibilités de l'atténuation. Cela ne nous autrement, on n'arrivera pas à la carboneutralité. Merci Al et merci aux 4 experts. Donc maintenant, on va apporter tout le monde à la discussion et je voudrais commencer par mentionner une question que le docteur Carivo a mentionnée et se voit reflétée dans beaucoup de commentaires. La carboneutralité est quelque chose où on a une différence d'opinion, une différence dans notre façon de comprendre ce que cela est. Le docteur Carivo, je vais vous donner la possibilité d'approfondir sur ce que vous pensez concernant ce que veut dire en fait la carboneutralité. Bon, ben, pour vous dire la vérité, merci pour la question, Tyler. Et cela dépend vraiment de ce que sont vos aspirations. Et je n'essaie pas ici d'être problématique là-dessus, mais la carboneutralité peut vouloir dire qu'on n'émet plus de gaz à effet de serre dans
dans l'air, c'est quelque chose de simple ou qu'à travers un certain calcul, on fait la séquestration, tout comme l'émission, et on arrive à la carboneutralité. Mais encore une fois, je pense que ce qui est important est d'obtenir une définition qui soit transparente pour toutes les parties prenantes. Je pense que c'est la chose la plus importante pour ne pas jouer de jeux politiques les uns avec les autres. Toutes les parties prenantes comprennent de quoi il s'agit en fait, parce que finalement, ça sera très coûteux. Ça sera très coûteux et notre priorité numéro un, selon moi, devrait être la sécurité alimentaire et la sécurité du secteur agricole, à la mentionner. Donc, il nous faut faire attention au coût d'atteindre la définition que nous avons choisie pour nous-mêmes. Bon, maintenant, Nick, la carboneutralité est dans le nom de ton organisme. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Bon, ben, la carboneutralité, net zero, a une définition, n'est-ce pas? Cela veut dire que quand nous équilibrons ce que nous faisons bien et ce que nous faisons mal, nous arrivons à un net zéro. Donc, cela peut être décrit et appliqué à de différentes variables comme le carbone, l'eau, la biodiversité. Il y en a qui sont plus faciles à mesurer que les autres. Le carbone est plus facile à mesurer que la biodiversité, donc il faut le mesurer. L'eau n'est pas un enjeu pour la plupart des agricultures au Canada, donc on ne le mesure pas comme en Californie. Donc il existe de différentes façons quand on parle de carboneutralité de l'appliquer. Et je pense qu'on l'a mentionné auparavant, mais pour l'instant, je pense que la structure sociale dans laquelle nous vivons veut dire que l'on parle d'une carboneutralité, d'un net zéro entre le carbone retiré et le carbone émis. Donc, quand moi j'entends les gens qui parlent de net zéro en dehors de chez moi, typiquement, je suppose qu'ils parlent de carbone et de l'idée par où, si l'on va atteindre une carboneutralité à partir de 2020, ça veut dire que je ne vais pas augmenter l'émission de carbone, même si j'augmente ma rentabilité. Donc, beaucoup d'avantages desquels on parle ici, la rentabilité, les moyens de subsistance, c'est de bonnes choses qui viennent d'organismes qui vont par des projets de carboneutralité. J'ai été un conseiller expert dans cet espace et c'est clair que quand des entreprises prennent des pas pour se regarder eux-mêmes, ils trouvent des efficacités et on réduit les coûts, même si l'on n'élève pas d'autres choses. Il existe une augmentation de notre possibilité de bien faire les choses. Et quand on parle de net zéro, c'est une composante clé. Il s'agit d'être un athlète et non pas d'être assis toute la journée. Caroline, avons-nous les informations dont nous avons besoin pour savoir si les producteurs sont net zéro aujourd'hui? Vous avez parlé de quelques-uns des avantages de l'agriculture biologique, mais c'est important, je pense, d'avoir des données pour savoir si c'est net ou pas. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'en ce moment, on est en train de travailler à cela. On essaie de recueillir les données à travers le Canada. Dans mon labo, par exemple, on fait un échantillonnage de 50 fermes du Québec pour développer des données concernant le carbone du sol, par exemple. Donc, c'est un effort collectif. Et je pense que peut-être je voudrais vous donner ma définition personnelle de net zéro en agriculture. Et donc, pour moi, ça ne va pas être une opinion populaire. Donc, je veux que vous soyez préparés. Donc, pour moi, net zéro en agriculture veut dire qu'on a une agriculture où les objectifs environnementaux doivent être plus importants que la croissance économique, ce qui veut dire d'avoir une discussion collective sur de différentes alternatives, disons des perspectives alternatives d'après la croissance et nous devrions tout simplement parler de l'incompatibilité d'une croissance économique continue et nos objectifs de durabilité.
Je pense, qu'on doit avoir beaucoup de discussions. À mon cours, d'étudiants diplômés à l'université de Laval, je suis la seule à parler de la décroissance et et c'est quelque chose qui devrait être ouvert et discuté, je pense. Il faut avoir un plan. Bon, ben, rentrons dans cette discussion. Al, avant de passer dans cette discussion, est-ce que tu pourrais dire ce que tu penses? Quand on parle de net zéro, comment fais-tu ce calcul? Qu'est-ce qui est une partie de ce calcul selon toi? Et si tu pouvais partager ce que tu penses concernant le fait inaudible, où l'environnement est devant l'économie. Oui. Première réaction, qu'il faut parler de l'importance de définir les limites de votre système. Son ampleur et aussi, heu, l'échéancier. Dépendant de comment définir les limites, d'un système agricole, cela pourrait être facilement net zéro ou bien, quelque chose que l'on ne peut atteindre, aucunement. Donc des choses simples. Par exemple, dans une ferme, de type particulier, un lieu de type particulier, on pourrait pouvoir démontrer que les flux de carbone net sont zéro. Mais du moment où le camion arrive à récupérer, le produit à la ferme et le prend au marché, n'importe où se trouve le marché, alors là, subitement, on n'est pas net zéro ou bien on élargit la portée et on va dans de différentes directions. L'autre chose qui est très importante côté période de temps, c'est que je pense qu'on passe à une norme différente, utilisée par le GIEC concernant, le réchauffement mondial ayant à voir avec, le méthane. En 12 ans, cela se dégrade vers, du C02 et cela est très important et autrement, si on ne le prend pas en considération, c'est très, problématique. Du point de vue des commentaires de Caroline, j'aime l'idée d'une perspective de système, de laquelle elle a parlé, mais je dirais que plutôt que d'avoir une agriculture où l'environnement est plus important que la croissance économique, je préférerais avoir une agriculture qui adopte les 2 choses. Parce que, on doit faire, des échanges importants ici et je ne serais certainement pas d'accord que la croissance économique réalisable dégrade l'environnement et donc dégrade la capacité des systèmes agricoles et je pense que peut-être c'est de là qu'elle vient. Mais Al, je pense que fréquemment, on entend l'idée par où l'environnement et l'économie vont main en main. Le Premier ministre en a parlé tout le temps, mais est-ce que c'est réalisable vraiment en agriculture? Pouvons-nous livrer tant, de la durabilité économique et agricole en même temps? Bien sûr, on a des exemples d'échecs. On peut pousser les systèmes qu'il s'agisse seulement d'une culture ou d'un système animal et on regarde ce qui se passe dans la biodiversité qui, souffre des effets négatifs. On a des exemples malheureusement, mais je pense que c'est adéquat de parler de cette composante. Caroline, qu'en penses-tu? Bon, ben, je n'ai rien à ajouter pour l'instant, merci. Donc, Nick, tu devrais parler là-dessus parce qu'encore une fois, tu as parlé de possibilités. Donc, évidemment, tu vois l'arrivée à la carboneutralité comme un moteur économique. Comment définis-tu cette relation avec la croissance économique et l'arrivée à la carboneutralité d'ici 2050? Ce que nous valorisons dans notre économie vient de ce que nous voulons. Et généralement, on rentre dans l'économie de l'offre et la demande, le prix des choses, comment flue l'argent
Et si en tant que société, nous sentons que nous voudrions valoriser des choses comme la nature, l'eau, le carbone et une économie net zéro ou un monde net zéro, peut-être pas forcément un monde net zéro, mais un monde avec moins d'ouragans et plus de glace dans l'Arctique, ben, c'est quelque chose qui doit être valorisé. Et en tant que société, on doit placer de la valeur là-dessus. Et le défi le plus grand, et ceci revient à l'école d'affaires, c'est qu'on euh, prend des emprunts de l'avenir et on dit qu'on doit être durable, ce qui veut dire qu'on ne va plus prendre d'emprunts de l'avenir. Et c'est très difficile, où on ne peut emprunter que par rapport au futur, mais on ne peut pas le faire. Donc, il faut voir comment fonctionnent les choses et on doit venir en tant que société et voir les avantages. Si on va à la base et on a une situation économique existante, on ne va pas la changer d'un jour à l'autre. On a des gens qu'on doit alimenter, ça ne va pas changer. On a des systèmes agricoles, on ne va pas les changer d'un jour à l'autre. Mais il faut dire que les entreprises ont des cibles net zéro et travaillent à cela parce que cela a une incidence sur leurs valeurs. S'ils arrivent à leur cible ou pas, comment vont leurs rapports. Donc, il y a de la valeur là-dedans qui peut être traduite et transférée à des gens qui réduisent les émissions, au fond, la séquestration du carbone de façon similaire. Quand on parle, par exemple, du sud de l'Alberta, où on a des inquiétudes d'eau quand on parle de la ligne de partage des eaux. Alors là, c'est valorisé de façon différente qu'en Ontario, où on a de la pluie pour l'instant. Donc, on a de différents outils qu'on peut utiliser pour accumuler les avantages. C'est valorisé par la société. On peut coordonner avec les groupes qui font des choses pour aider à séquestrer le carbone ou arriver à des avantages environnementaux. Et en plus de cela, la réduction de carbone ou la productivité accrue des fermes que nous avons dans cette ère numérique avec des agriculteurs fortement formés au Canada, on a des avantages énormes par rapport au système agricole si on se compare au reste du monde. Bon, Nick, tu as parlé du fait que si c'est valorisé et cela met automatiquement les choses sur les épaules des citoyens du Canada et du monde, s'ils ne valorisent pas les choses, alors que faire? Et finalement, arrivons-nous à la carboneutralité d'ici 2050 sans que le gouvernement s'assure que cela ait lieu? Bon, ben, Tyler, j'ai travaillé avec des entreprises qui ont plus d'incidence sur le monde que des pays complets ou des continents complets. Donc, je pense que le gouvernement est un acteur de soutien qui doit comprendre ce qui est correct pour les gens, pour le bien du public. Mais dans la réalité, avec les systèmes économiques que nous avons, je sens que notre secteur privé a beaucoup de rôle à jouer et doit comprendre ce que veulent les consommateurs, les actionnaires, les parties prenantes, et nous pouvons voir comment mobiliser ces choses et les utiliser de façon adéquate pour accélérer et augmenter l'échelle des choses. On a de très forts leaders dans l'espace du secteur privé qui disent, écoutez, on veut la carboneutralité dans l'avenir, nous savons qu'on doit investir dans ce domaine, alors comment le faire pour augmenter, accélérer la croissance ensemble, parce qu'un plus un peut être égal non pas à deux, mais à quatre. Bon, Rob, l'une des choses qui ont surgi auparavant, dans les commentaires de Hal, on a parlé d'agriculture, réduction des émissions, la différence avec d'autres secteurs. Tu as travaillé beaucoup dans le secteur agricole. Une des questions est, est-ce qu'on devrait prioriser la réduction des émissions dans le secteur agricole? Comment en penses-tu quand tu vois le potentiel de la réduction énergétique? Est-ce qu'on devrait s'axer plutôt dans le secteur énergétique et non pas le secteur agricole? Merci, très bonne question, Tyler. Je pense qu'on est tous et toutes dans le secteur énergétique.
que de mettre des limites et de dire: «Ces gens produisent l'énergie». Non, on est tous dans le secteur énergétique maintenant, donc tous les résidents qui consomment des électrons, sont une partie du secteur énergétique et les agriculteurs, selon moi, sont des utilisateurs et producteurs très sophistiqués de l'énergie et comme résultat de cela, je pense, c'est une possibilité énorme. Je pense que nous devons adopter le côté positif des risques et comprendre que la décarbonisation ne sera pas forcément une bombe économique. C'est-à-dire, on peut avoir, le processus énergétique, plus efficace de, nos jours et donc on aura de l'apprentissage qui est nécessaire et ce qui nous manque encore, c'est que Nick a indiqué, que notre système agricole est extrêmement efficace dans notre monde. Mais je pense que ce qui manque, c'est qu'on n'a pas de cas d'affaires vraiment transparent pour la décarbonisation. Je pense qu'on a besoin que tout le monde comprenne pourquoi la perception est: «Ah, non, heu ça serait, trop coûteux avec l'hydrogène». Bon, ben, pourquoi? Comment faire pour que plus des gens s'expriment et disent: «Bon, ceci est brisé, comment le réparer?» Et je pense que c'est la lacune que nous devons combler au lieu de continuer à spéculer sur, les manchettes que nous voyons dans nos téléphones. C'est ce que je pense. Mais quand tu vois le travail que tu fais avec, ceux qui, cultivent les gaz à effet de serre, que penses-tu? Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là au Canada d'ici 2050? Je pense, que c'est un résultat très, possible. Même avec la technologie hors, étagère que nous avons en ce moment, il existe des voies que nous sommes en train de découvrir maintenant. On va soumettre un rapport final à la fin de ce mois pour une étude provinciale pour, l'utilisation de l'hydrogène et les gaz à effet de serre. Il existe des choses terribles aussi, je dois l'indiquer, mais là où ce n'est pas convaincant, on peut identifier les pas qui doivent être pris pour que les choses aient lieu. Heu on a des choses qu'on peut bouger, d'autres qu'on ne peut pas bouger et je pense que c'est là où nos agriculteurs sauront changer, mais ils ont besoin des informations pour le faire. Caroline, alors revenons à tes commentaires concernant la production biologique. Ceci se lie à la discussion et à des questions qui sont arrivées par rapport à la valeur de la carboneutralité. On a eu plusieurs questions concernant les crédits de carbone. Que penses-tu de ces crédits de carbone compensatoires? Est-ce que c'est un signal pour que les producteurs produisent davantage? Est-ce que cela, reflète un avantage, de carbone qui vient de la production biologique? Oui. Bon, alors prenons l'étude de cas du Québec. Je suppose que le Québec a des subventions provinciales qui sont, très fortes dans la transition des agriculteurs vers, l'agriculture, biologique. 20 000 à chaque ferme s'ils ont une production de culture et 20 000 de plus pour la production animale. Donc on peut obtenir des subventions de jusqu'à 40 000 $. Donc on a l'aide pour la transition et bien évidemment la prime aide l'agriculteur dans la courbe d'apprentissage par rapport à comment développer les choses et être bon à faire l'agriculture biologique. Ça, c'est la partie difficile et je pense, qu'une chose, dans le rapport que nous sommes en train de faire, on fait davantage de travail, mais du point de vue de la séquestration du carbone, dans l'agriculture biologique, au Canada, les avantages ne sont pas à 100% clairs. Ça dépend, des systèmes de culture qu'on est en train de comparer. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et de recherche à faire pour obtenir davantage, de données. Mais oui, oui, on a une question spécifique, par rapport à la possibilité du sol de faire la séquestration du carbone, étant donné que c'est quelque chose de limité, on apprend davantage là-dessus encore. En quelle fonction peut-on se fonder sur la séquestration du carbone pour atteindre la carboneutralité? Eh ben, pas beaucoup.
Selon ma perspective et de ce que je sais de la littérature scientifique à l'est du Canada, oui, il existe une limite. Et même si nous mettons toute notre terre agricole dedans, c'est très limité et, et ça ne va pas être un grand levier. Oui, un levier pour atteindre la carboneutralité dans les fermes. Nick, je vais te donner la possibilité de t'exprimer parce que je sais que le Canada fait du travail concernant les protocoles de séquestration du carbone. Que penses-tu sur le rôle que cette séquestration aura dans la réduction du carbone? Très bonne question et c'est là où vient l'approche d'Équipe Canada. On ne peut pas dire tout simplement, OK, les agriculteurs, voici de l'argent, il faut résoudre les problèmes. Ça ne va pas fonctionner. On a beaucoup de déchets dans le système alimentaire, dans mon frigo, partout. On mange parfois des aliments qu'on ne devrait pas manger et tout cela affecte la carboneutralité comme niveau du système. Je regardais les inventaires de carbone au Canada et en 2013, on a séquestré à peu près 40% des émissions de l'agriculture à cause du système. On avait cette confluence magique des prix de produits de base, où ils étaient, les pratiques où elles étaient. On a eu cette année où on a fait la séquestration de presque 40% des émissions qu'on avait en agriculture. On n'a même pas essayé. C'est tout simplement ce que l'agriculture était en train de faire cette année. Et je suppose que très peu d'agriculteurs et d'entreprises étaient en train de faire ce travail pour dire, ah, cela va aider à mes objectifs net zéro de 2030. Donc, cela me dit que l'on a une capacité limitée de séquestrer le carbone, mais en même temps, comme système, on peut aller de l'avant dans ce concept de réduction des émissions et retrait du carbone. Ce n'est pas une chose ou l'autre, c'est les deux choses et la réduction des émissions doivent se passer dans la portée de tout le monde. Un, deux, trois, les émissions que je fais, les émissions de là où j'achète et le transport, l'électricité, là où ça doit se passer. Il s'agit d'une équipe Canada comme approche et je le souligne à nouveau. On peut tous contribuer à cela, mais on doit le faire de façon collaborative et collective. Bon, une grande partie de l'équipe Canada, c'est les consommateurs qui sont les utilisateurs finaux de l'agriculture et des produits alimentaires. On a parlé du système et du rôle qu'ils jouent, mais fréquemment, on les laisse en dehors des calculs net zéro quand on regarde l'impact du système. Qu'en penses-tu, Al? Comment inclure les consommateurs dans l'arrivée à net zéro d'ici 2050? Peuvent-ils avoir une incidence? Bon, on a des accords internationaux par où les émissions sont contrées là où elles sont produites et non pas où elles sont consommées. Et en tant que pays d'exportation agroalimentaire, cela, d'une certaine façon, discrimine contre nous. Nick a dit, il a soulevé l'enjeu des déchets et il est clair que cela ce n'est pas seulement un enjeu des consommateurs, mais aussi de la chaîne d'approvisionnement, mais beaucoup de choses sont les choses qui deviennent mauvaises dans notre frigo, parmi d'autres. Et je voudrais parler un peu de l'approche Équipe Canada. À un certain niveau, je pense que l'idée par où si on travaille tous et toutes ensemble, eh bien alors on peut le faire. Mais la difficulté est la suivante. Si l'on prend une approche de génie là-dessus et on dit, OK, passons secteur par secteur et voyons ce qui se passe, et il y a des secteurs et vous le voyez dans mes commentaires d'ouverture que je considère les aliments comme étant l'un de ces secteurs. Si on utilise comme levier ce secteur pour résoudre ce problème, alors il y a d'autres problèmes qu'on n'est pas en train de résoudre, ou on les résout moins bien. Et quand il s'agit d'aliments, il faut faire très attention avec cela. Donc, si par exemple on prenait euh,
disons, une approche de planification centrale et on l'optimisait, il existe des secteurs de l'économie qui contribueraient davantage que des autres. Cela pourrait ne pas avoir l'air d'être Équipe Canada, mais si c'est un enjeu grave, et je ne pense pas qu'on ait des experts ici qui disent que ce n'est pas un enjeu grave, c'est comme ça qu'on devrait le faire. Bon, et Rob, je veux te revenir avant de clore la séance. Quelque chose a surgi dans une question. Il s'agit là du rôle très explicite de l'agriculture comme fournisseur d'énergie quand il s'agit de la production de biocarburants. Et quand on regarde le succès qu'on a vu dans les prairies concernant la séquestration du carbone, quand on a de plus en plus de récoltes qui s'en vont, par exemple, à l'éthanol, comment vois-tu cette équation entre les sources de carburant à euh, carbone réduit, par exemple? Ben, fréquemment, on a des interprétations incorrectes de ce que je vais dire. Je parle du fait que les agriculteurs sont des fournisseurs d'énergie. Oui, les biocarburants, oui, les agriculteurs ont réussi à cela et je pense que cela va contribuer à des solutions qui vont nous aider. Mais je crois strictement que n'importe quel aliment est un entrepôt énergétique, côté calories, dans les graines, dans le bœuf. Et c'est de cette énergie que je suis en train de parler. Et je parle d'agriculteurs qui exploitent des fermes qui créent des aliments, mais qui sont devenus tellement sophistiqués dans leur production énergétique, qui sont en train d'exporter des calories, non seulement des aliments, mais aussi de molécules et d'électrons. Les gens ne les mangent pas, mais les utilisent pour réchauffer leur foyer, peut-être quand on joue au hockey, on utilise cette énergie. Et c'est ce que mentionnait Caroline. Encore une fois, nous avons une approche côté système. Mais oui, les biocarburants sont une autre façon de le faire, mais ce n'est pas de cette énergie que je parlais. Oui, Caroline, quand tu parles de changer notre façon de penser aux choses, devrions-nous changer notre façon de penser à l'agriculture et à la production de biocarburants et de bioénergie? Oui, mon point de vue est, euh, mon opinion concernant faire croître les biocarburants dans les fermes canadiennes, c'est qu'on ne devrait pas prendre cette direction, tout simplement parce que nous avons l'incidence sur l'environnement. La terre que nous avons, nous devons faire croître des aliments dessus et non pas des biocarburants parce qu'on doit être taxé, non seulement parce qu'on doit, on, on doit s'axer sur alimenter les êtres humains et non pas à faire la séquestration du carbone. Je ne pense pas que ça soit forcément une vision pas populaire. Tout simplement, beaucoup de gens le voient de la même façon et je pense que ce que toutes ces différentes perspectives soulignent et qu'on n'a pas de réponse unique, correcte par rapport à si l'on devrait prioriser la réduction d'émissions au Canada. Et tout le monde a ses propres perspectives et explications. Mais maintenant, on voudrait donner à nos experts une possibilité de faire des commentaires de clôture. Est-ce qu'ils veulent ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné? On va vous donner à chacun et chacune d'entre vous 1 minute pour résumer vos idées concernant cette question. Al, tu seras le premier. Je vais commencer par développer quelque chose que Rob a dit il y a quelques instants. On est accoutumé à parler des biocarburants comme hydrocarbone. Mais si on est impliqué, par exemple, à utiliser de différentes sources énergétiques pour faire quoi des légumes dans des serres, il y a des choses à gauche et à droite et c'est des choix que nous prenons. Maintenant, quelle est l'importance ou quel est euh, le danger de ces choix? Bon, ben,
Baclof Sip de l'Université du Manitoba, un expert dans le domaine, dit que pour arriver à la carboneutralité, la société occidentale va devoir réduire le style de vie. Il parle par exemple surtout de l'acier, mais il existe d'autres enjeux aussi, donc je pense qu'on doit prendre ces choses sérieusement. Un autre point, Al, il faut malheureusement arrêter là parce qu'on doit donner à tout le monde du temps pour les commentaires. Caroline, 1 minute pour toi. Oui, je voudrais encore une fois mentionner que nous devrions avoir des principes forts qui guident nos prochaines politiques, mais aussi notre vision pour l'avenir. Et on devrait inclure les consommateurs dans notre stratégie Équipe Canada. Ça m'a plu cela. Et on n'a pas parlé de développer la résilience dans les fermes, la résilience des fermes. Et je pense que ceci devrait être un de nos points de concentration. Merci. Merci. Nick? Tes commentaires de clôture. Je vais essayer de résumer un tout petit peu les choses. Cette conversation a une incidence sur moi. Nous devons avoir une approche d'équipe Canada et nous devons tous ramasser nos pantalons et faire de notre côté et faire les choses ensemble. Je pense que la cible de carboneutralité est très bonne, même si c'est aspirationnel. On veut augmenter la productivité, l'efficacité, la résilience dans les fermes, savoir quoi faire avec ce qui va arriver après et penser à nos enfants. Quel genre d'agriculture voulons-nous qu'ils aient dans l'avenir? Et il faut prendre les choses dans nos mains en ce moment. Merci Nick. Et Rob, les derniers commentaires, je te prie. Super, merci. Oui, tout d'abord, ce fut très, très emballant d'être ici. Un mot, l'infographique. Je pense que tout le monde qui est ici doit développer des infographiques pour engager les enfants et les adultes et pour qu'on puisse montrer l'aspect des solutions et pour impliquer les gens de façon suffisante pour qu'ils aillent au-delà de l'infographique pour faire leurs propres recherches. Il s'agit d'impliquer les gens avec les choses pour qu'ils deviennent intéressés et actifs. Bon, ben, très bien, merci. J'ai trouvé que cette conversation a été très engageante. Espérons que le public l'ait pensé aussi. Pour ceux qui sont intéressés, ça sera dans notre canal YouTube bientôt. Assurez-vous de partager les choses avec tout le monde. Je voudrais remercier Al, Nick, Rob et Caroline pour avoir été avec nous et avoir participé à cette discussion. Et restez à l'écoute pour le prochain webinaire. Plus tard cette semaine, on va regarder spécifiquement les outils qu'utilisent les agriculteurs pour regarder leur position de carboneutralité. Je voudrais remercier la Banque Scotia pour financer ce webinaire et veuillez rejoindre la liste de courriels de l'ICPA pour voir ce qui va se passer dans notre programme. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée à tous.